parler de la finesse de la vie politique, ça passe aussi parfois par des accords, par des compromis. Est-ce que, oui ou non, la droite classique, la droite parlementaire, celle dont vous venez, c'est le moment pour, notamment un programme économique beaucoup plus rigoureux que vous semblez prôner, de faire une alliance avec elle? Est-ce qu'il y a un besoin d'alliance, disons, concret? Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord une question de fond. La question de fond, c'est la plus facile. C'est la plus intéressante d'ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais pas citer Lénine. Enfin, il disait que faire, il n'avait pas tort. Que faire? La pire des façons pour répondre à cette question, c'est de penser que quelqu'un qui appartient à une autre formation politique a par nature tort. C'est la pire des façons d'envisager ça. Donc, si on se pose la question de ce qu'il faut faire, on réfléchit, et on réfléchit en ouvrant les chakras, si vous me permettez cette expression un peu triviale. C'est-à-dire en regardant et en discutant, et en regardant ce qui peut se construire collectivement, parce que, dans un pays, lorsqu'on construit collectivement, on est beaucoup plus fort que quand on Est-ce que vous allez ouvrir les chakras avec les LR? Mais moi, je discute. Oui. Je discute avec les LR, je discute avec des élus LR. Le parti s'en offusquerait. Mais il y a énormément d'élus LR, pas des moindres, qui sont extrêmement ouverts à la discussion. Est-ce qu'un accord de coalition, selon vous, mais je ne discute pas avec eux, non, mais uniquement. Je pose la question. Je discute avec d'autres, parce que ça m'intéresse aussi. Avec qui d'autre? Avec des gens qui viennent de la social-démocratie, et qui peuvent se retrouver sur un certain nombre de sujets. Mais, vous savez, encore une fois, si vous voulez vraiment réfléchir à ce qui est possible de faire dans notre pays, souhaitable bien sûr, et possible, vous avez intérêt à discuter avec tous ceux qui ont compris, ou plus exactement croient que notre avenir il est pro-européen, croient que nous devons créer plus de prospérité si nous voulons la redistribuer, et pas l'inverse, croient que nous avons besoin de vivre dans un pays sûr, qui remet de l'ordre dans ses finances publiques, dans ses comptes, dans la rue, dans sa justice, parce que sinon, ils s'abandonnent, et s'ils s'abandonnent, on vit moins bien. Bon, voilà, vous avez beaucoup de gens qui pensent ça, il faut travailler avec eux. Monsieur le Premier ministre. Et le deuxième aspect de votre question, auquel je n'ai pas répondu, c'est l'aspect tactique. L'aspect tactique, il vient bien après. Est-ce qu'il faut se rapprocher des LR? Ça, c'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité. Est-ce qu'il veut s'approcher des LR? Est-ce qu'il a une chance de réussir à construire quelque chose? J'ai dit, en 2022, après les élections législatives, immédiatement après les élections législatives, que dans n'importe quelle démocratie mûre dans le monde, la majorité relative se serait tournée vers le parti le plus proche d'elle, susceptible de pouvoir lui apporter la majorité pour créer une coalition. Je l'ai dit en 2022, je n'ai pas changé d'avis en 2024, ça me semble beaucoup plus difficile en 2024 qu'en 2022. 2027, Emmanuel Macron a réussi, il a été élu, réélu, il a tout fait. Il a créé un parti, il n'a pas créé un parti à sa main, il a peu d'opposants à l'intérieur. Est-ce qu'il aura un dauphin? Non. On n'a pas de dauphin en politique. Pardon, il aura des héritiers sans doute. Ouais. Mais l'idée qu'un président de la République ait un dauphin et puisse transmettre le pouvoir, d'ailleurs le terme dauphin vient bien d'une transmission quasi héréditaire ou choisie, ça n'existe pas. C'est pas ça la démocratie. Et ça n'a jamais existé d'ailleurs. Ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas. C'est une fausse idée. On lui prête souvent cette formule, ce mot un peu paternel à votre égard, je cite, « il me doit tout ». C'est un point de vue. Moi, je sais qu'il a choisi, et ça n'était pas un choix évident de me nommer Premier ministre. Je lui en suis reconnaissant, et je lui en serai toujours reconnaissant. Je sais que pendant 3 ans, j'ai aimé travailler avec lui. Parce que, y compris dans des moments difficiles, nous avions la capacité à discuter, à nous entendre, et y compris dans un débat qui ne voulait pas dire qu'on était toujours d'accord, à trouver des solutions qui nous paraissaient servir l'intérêt du pays, qui peuvent être contestables, mais qui nous paraissaient servir l'intérêt du pays. Est-ce que le moment de la distance... Et pardon, monsieur Rochebin, j'ai commencé ma vie politique avant Emmanuel Macron. J'ai été élu maire du Havre et député, accessoirement député contre un gouvernement dans lequel il a fini par être ministre. Donc je ne lui dois pas le début de ma vie politique. Je ne lui dois pas non plus, me semble-t-il, ma réélection de maire du Havre en 2020. Donc je lui dois respect parce qu'il est le président de la République. Je lui dois une forme de reconnaissance parce que j'ai aimé travailler avec lui, parce qu'il m'a fait confiance et que c'est un honneur de pouvoir servir son pays dans ces conditions. Mais ensuite, je peux dire sans hésiter et en regardant les yeux dans les yeux n'importe qui que je peux être très loyal et très libre. Quel candidat êtes-vous? On comprend bien votre stratégie, vous sillonnez le pays,
vous travaillez, vous rencontrez beaucoup de gens. Chirac a fait ça à un moment donné avec un résultat heureux pour lui. Vous êtes un candidat quoi, putatif, progressif, prudent. J'en sais rien. Je suis quelqu'un qui aime son pays et qui sait qu'en 2027, il y aura une élection présidentielle et qui pense qu'elle n'est pas commencée, que la campagne n'est pas commencée, mais que la pire des choses face à une chose difficile, c'est de ne pas être préparé. Vous avez dit libre, n'est-ce pas? Oui, ça je vous le confirme, oui. Pourquoi le choix de ce mot-là? D'abord parce que j'ai toujours considéré que la liberté était la valeur cardinale dans la vie politique et dans la vie de la société. C'est pas pour rien que c'est le premier terme de la Constitution, de la devise française, liberté. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Liberté intellectuelle, liberté politique. Quand j'ai créé Horizon, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très enthousiastes dans la majorité, pour tout vous dire. Bon, j'ai quand même fait, parce que je pensais que c'était nécessaire, je ne le regrette pas. Est-ce que vous êtes le candidat naturel? Je ne crois pas qu'il y ait de candidat naturel. Il n'y a pas de candidat naturel, de candidat qui ne serait pas naturel. Il y a des femmes et des hommes qui, à un moment, se disent « voilà ce que je propose pour le pays ». Et puis ils sont entendus ou pas entendus, et ils sont élus ou pas élus. Mais il n'y a pas de candidat naturel, ça n'existe pas. Vous avez observé les fonctions, et là, ce n'est pas simplement des questions psychologiques, sur le fonctionnement même des institutions. Emmanuel Macron a adopté une position extrêmement verticale, extrêmement centrale. Ça marche, on approuve ou on l'approuve pas. Est-ce que c'est votre conception ou est-ce que vous considérez qu'il faudra revenir avec davantage de contre-pouvoir, avec une organisation un peu plus horizontale? C'est une question difficile. J'ai essayé de l'aborder en posant les choses, parce que c'est compliqué de répondre à la volée à cette question dans un certain nombre de livres que j'ai écrits. J'observe, et c'est pas propre à Emmanuel Macron, c'est pas propre au président de la République actuelle, j'observe que depuis 2007, et en vérité depuis l'instauration, enfin le quinquennat a commencé en 2002, mais depuis qu'on s'est habitué au quinquennat, depuis l'inversion du calendrier qui fait que l'élection législative se situe immédiatement après l'élection présidentielle, on a, et c'était vrai chez Nicolas Sarkozy, c'était vrai d'ailleurs aussi, un peu moins, mais vrai néanmoins chez François Hollande, on a une présidentialisation du régime au sens où le président considère que tout procède de lui. Il n'a pas tort s'agissant de la nomination du Premier ministre. Trop aujourd'hui. Allez, pardon. Quand on voit Emmanuel Macron se promener partout en France avec le ministre à côté, et le ministre qui fait juste comme ça, qui parle à sa place, ça marche. De ce point de vue, ça marche. Mais est-ce que c'est trop? Je pense que cette lecture très présidentialiste du régime entre en contradiction avec le fond historique et institutionnel de la Ve République et de la façon dont elle est organisée. Autrement dit, je pense que, pour le dire de façon très simple, présider et gouverner sont deux choses différentes. Là, il y a mélange. Il y a une tentation, mais encore une fois, c'est pas celle du président de la République, c'est celle de tous les présidents depuis 2007. Donc, j'ai aucune envie de personnaliser sur le président de la République. Et accessoirement, il a montré plusieurs fois que l'audace dont il pouvait faire preuve était payante. Je pense néanmoins que présider et gouverner sont deux choses différentes et que lorsque on se mêle de faire autre chose que ce pourquoi on est là, on s'expose à des problèmes. Oui. Est-ce que vous êtes assez tueur? Il faut toujours partir des lieux communs. C'est Nathalie Sarraute qui disait ça. Il y a un lieu commun sur vous, on dit dandy, sympa, intelligent, etc., mais pas assez tueur. Les grands fauves tuent. Macron a étouffé Hollande, Mitterrand a tué Rocard, Chirac a tué tant de gens, n'a tué personne encore. Ça fait 23 ans aujourd'hui que j'ai commencé ma vie politique au Havre, comme adjoint au maire. J'avais un maire extraordinaire que je regardais avec beaucoup d'admiration et j'ai énormément appris d'Antoine Rufenacht. Je pense que la première fois qu'on m'a dit ce que vous venez de me dire, c'était il y a 22 ans et demi. Je ne m'en porte pas plus mal. Vous serez candidat, Édouard Philippe? Quand la campagne commencera, je vous garantis que je répondrai à cette question. J'étais dans votre bureau, on était dans votre bureau l'autre jour, j'ai été frappé, pardon, c'est un peu personnel, mais c'est comme ça que vous recevez vos invités, présence de la mort. Il y a devant vous, vous travaillez à votre bureau, et là, il y a devant vous, comme ça, un tibia. Vous avez pris, n'est-ce pas, dans un cimetière le jour de la mort de votre père? Non, mon père qui l'a pris c'est votre père quelques jours après ma naissance. Après votre naissance. En 1971. Ouais. La présence de la mort, quand on a un destin. Mais vous savez, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.
C'est pour ça que j'aime des expressions qui sont parfois un peu choisies, que j'aime bien rigoler dans ce que je fais. Mais j'oublie jamais, d'abord parce que je suis maire, et ensuite parce que je regarde mon pays et le monde dans lequel on vit, qu'on vit des périodes extrêmement difficiles. J'oublie jamais que les Français, quand on les croise dans la rue, quand ils viennent vous parler, derrière, ils peuvent avoir vécu un drame, juste avant. J'oublie jamais que le monde est terrible. Il y a une gravité du monde qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, la mort, ça compte. Il y a eu 7 morts en Nouvelle-Calédonie. 7 morts, 7 Français. Morts à chaque fois pour des raisons différentes. Vous ne pouvez pas imaginer une seconde prendre ça à la légère. Jamais. Merci beaucoup, Édouard Philippe Baillot. Une note légère. J'ai jamais vu ça avant l'interview. Vous faites ça, comme cette... Vous avez fait ça avant l'interview. Alors quand on est intervieweur, c'est un peu surprenant parce qu'on s'est dit c'est la façon de se préparer. C'est vrai, c'est le boxeur. Vous avez dit que j'étais pas tueur, mais je suis boxeur. Ouais. À qui vous pensez en boxant parfois? Je pense à moi. J'essaie de me... Voilà. Quand vous faites ça, allez-y. Oui. Merci beaucoup.